Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Comme chaque jeudi, c'est votre magazine, Votre Santé sur BFM Lyon en partenariat avec le magazine Ma Santé. Et sur le plateau, à mes côtés, Pascal Auclair, rédacteur en chef de Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Clémence. Et ce soir, nous avons comme invité Justine Baqueta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin responsable d'un des centres de référence maladies rares à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. Et si vous êtes sur notre plateau, c'est parce que la semaine prochaine, c'est la journée internationale des maladies rares. Donc vous allez nous expliquer ce qu'est une maladie rare, combien de personnes sont touchées, quelles sont les recherches que vous menez dans votre centre. Mais avant ça, on passe tout de suite à l'objet de Pascal. Et ce soir, Pascal, vous nous faites découvrir une crème pleine de promesses et qui devrait intéresser pas mal de monde, une crème anti-vieillissement. Oui, alors je vais vous en parler à double titre. D'une part parce que c'est une innovation et en plus c'est une innovation lyonnaise. À l'origine, on va trouver le docteur Claire Blanchin. C'est une chercheuse qui a débuté sa carrière à l'INSERM, dans une unité de l'INSERM dans le centre Léon Bérard. Elle travaille au départ sur une solution pour réparer, pour cicatriser la cornée. Donc c'est un tissu de l'œil qui a des propriétés assez semblables finalement à la peau. Et donc elle a essayé de trouver une solution pour avoir des soins dermocosmétiques suffisamment efficaces, anti-âge, cliniquement prouvés, des soins qui vont ralentir le vieillissement cutané et accélérer donc la reconstruction des cellules de la peau. Alors voilà, je vous ai amené les produits. Ce complexe moléculaire se présente sous différentes formes. Vous avez d'une part, on va commencer par ça, tiens, par cette crème, donc c'est une crème anti-vieillissement. Il faut le mettre matin et soir. Vous avez également un sérum qui est alors là plus puissant, un réactif qui va permettre donc de booster un petit peu les propriétés de la crème. Voilà, donc ça c'est donc le sérum. Et il y a une troisième petite chose. C'est très complet. Il y a plein de choses. Oui, j'ai tout amené là, c'est le grand bazar. Voilà, donc ça c'est un stick. Et un stick, alors il a une double utilité. D'une part, d'un côté, vous avez, alors je sais pas, là je vais l'ouvrir, j'essaie de pas tout faire tomber. Voilà, donc ça se met autour des yeux, c'est pour améliorer le regard et donc ça va tendre un petit peu la peau. Et donc on a un regard magnifique. Et de l'autre côté, vous avez une sorte de chose, je ne sais plus comment ça s'appelle là, pour mettre comme du mascara. Voilà, une sorte de mascara pour mettre sur les cils et les sourcils et ça va densifier donc les cils et les sourcils. Donc c'est miraculeux. Ça vaut 49 € pour le stick, 59 € pour la crème et 79 € pour le sérum. Ça se trouve dans toutes les bonnes enseignes. Si vous ne savez pas où le trouver, vous allez sur www.oscience.fr. Très bien, merci beaucoup Pascal. On passe tout de suite à l'invité. Professeur Justine Baqueta, vous êtes médecin responsable d'un des centres de référence en maladies rares pour les hospices civils de Lyon. Alors tout d'abord, première question, quand est-ce qu'on considère qu'une maladie est rare ? Alors la définition de la maladie rare est assez simple, c'est une maladie qui va toucher moins de 1 personne sur 2000. Donc on a l'impression qu'effectivement ça fait partie des choses rares, mais si on cumule toutes les maladies rares, on arrive à près de 3 millions de patients en France atteints d'une maladie rare. Combien de maladies à ce jour sont répertoriées ? Est-ce que vous en découvrez aussi très régulièrement ? Alors il y en a plus de 7000 qui sont répertoriées, c'est une très bonne question, mais on en découvre tous les jours, ou en tout cas il y en a certaines qu'on identifie et qu'on caractérise mieux grâce à la recherche tous les jours. Donc 7000, mais probablement en fait beaucoup plus. Et ce sont des maladies qui concernent aussi bien les enfants que les adultes. Il y a un côté héréditaire, un côté génétique peut-être ? Alors, on peut considérer qu'on a à peu près 80% des maladies rares qui sont effectivement des maladies génétiques, mais 20% des maladies rares sont des maladies non génétiques qui vont survenir au cours de la vie. Donc ça, c'est le premier point. Comme on a quand même une grande majorité de maladies génétiques, la majorité des patients, 75% des patients sont en général pris en charge à l'âge pédiatrique. Mais avec les améliorations de la médecine globale, on a de plus en plus de patients pédiatriques qu'on va transitionner en médecine d'adulte avec leurs maladies rares. Donc ça concerne tous les spécialistes, pédiatres bien sûr, mais également spécialistes d'adultes. Et la plupart de ces maladies sont dégénératives ? Pas nécessairement. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, vous pouvez avoir... Alors moi, je suis néphrologue pédiatre et responsable d'un centre de référence sur le calcium et le phosphore et on ne parle pas de maladies dégénératives, pas du tout. En maladie rénale, bien sûr, on peut avoir des enfants qui vont arriver en dialyse ou greffés, mais ce n'est pas la majorité. D'accord. Alors, ce qui est le plus compliqué pour les maladies rares, c'est de poser un diagnostic. Comment vous travaillez dans votre centre de recherche ?
Alors effectivement, le gros problème des maladies rares, c'est qu'il y en a beaucoup et que le challenge, c'est pour le médecin en soins primaires de pouvoir être interpellé par des petits signes atypiques qui vont lui faire dire attention, là, il y a peut-être quelque chose, à qui vais-je adresser le patient? Parce qu'en fait, c'est ça la question et c'est même pas de la recherche, mais c'est vraiment sur la clinique. Et en préambule, j'aimerais vous dire qu'on a une chance folle en France, c'est que la France a été un modèle pour les maladies rares avec la mise en place du plan national maladies rares. Premier plan national 2004. Premier plan européen maladies rares pour essayer de fédérer les choses 2017. Donc la France est précurseur, est un modèle pour beaucoup de pays. Donc ça c'est le premier point et effectivement une des missions de nos centres de référence c'est de pouvoir raccourcir les délais diagnostiques. 25% des patients avec une maladie rare vont attendre plus de 5 ans pour avoir un diagnostic. Et certains restent sans réponse. Et certains restent sans réponse, même s'ils sont adressés sur un bon centre de référence, parce qu'il y a encore des maladies que nous sommes en train d'identifier, bien évidemment. Mais il n'empêche que ce délai diagnostique est important. Donc les centres de référence maladies rares, ils ont pour vocation de diminuer les délais diagnostiques et d'améliorer les prises en charge des patients. Premièrement. Deuxièmement, de faire de l'enseignement aux professionnels de santé, mais de l'enseignement aussi aux patients via l'éducation thérapeutique, de l'éducation aussi aux associations de patients. Donc c'est vraiment de communiquer sur ces maladies, sur les signes d'appel, sur les nouveaux traitements, etc., etc. Et puis bien sûr, on a également vocation à faire de la recherche pour mieux connaître ces maladies, trouver des nouveaux traitements et améliorer les prises en charge globales. Et ça se fait en France et à l'Europe via les réseaux européens de référence. Et on a la chance aux hospices d'être aussi très fortement maillés avec les réseaux européens. Il n'y a pas toujours forcément de traitement curatif pour ces maladies rares. Comment vous accompagnez les patients? Je suppose que l'accompagnement psychologique doit être quand même très important. Il y a tout un soutien que vous leur apportez. Alors, les centres de référence, c'est effectivement pas uniquement du personnel médical. C'est bien sûr des médecins, c'est bien sûr des infirmières, mais c'est aussi tout un tissu. Et en pédiatrie particulièrement, on a des psychologues, on a des diététiciens, on a des assistantes sociales, parce qu'il y a un impact aussi de la maladie chronique pour aider les patients dans la jungle des dossiers MDPH, etc., etc. Donc c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Au cœur de notre action, c'est le patient et on a la chance de pouvoir leur fournir sur place une prise en charge multidisciplinaire. Et quand on a des dossiers difficiles, l'organisation maladies rares en France fait qu'on a aussi des réunions de concertation pluridisciplinaires, donc des RCP, où vous avez des intervenants qui viennent de plusieurs villes de France et on peut discuter les cas difficiles. Et ça, c'est finalement un effet positif du Covid, j'ai envie de vous dire. On est tous devenus des fans de Zoom et de visioconférence. Et donc, on discute tous les dossiers difficiles, au moins au niveau national, voire parfois au niveau européen. Et ça, c'est une grande plus-value pour les patients. J'ai lu que les HCL avaient une biobanque. Même plusieurs biobanques. Alors, c'est quoi exactement une biobanque? Alors, une biobanque, c'est quand vous allez, par exemple, garder des sérums ou des urines ou du microbiote fécal des patients que vous allez conserver pour pouvoir faire, par exemple, des recherches pour essayer de mieux comprendre les mécanismes des maladies et éventuellement trouver des pistes thérapeutiques derrière. D'accord. Il n'y en a qu'une. En France, il n'y a que les HCL qui ont ces biobanques? Non, les biobanques, vous pouvez en avoir partout. Partout. Dans les CHU qui font de la recherche, effectivement, on a de la chance d'avoir des biobanques particulièrement fournies aux HCL, mais on n'est pas les seuls. D'accord. Une des maladies rares que le public connaît bien, c'est la mucoviscidose. Est-ce que le fait que certaines maladies soient médiatisées, ça aide la recherche? Le fait aussi qu'il y ait cette journée internationale ou le Téléthon, c'est important pour vous d'en parler pour que les gens connaissent? Alors, je pense que c'est important à plusieurs titres. C'est important, effectivement, pour pouvoir avoir des financements, pour pouvoir continuer à faire notre recherche sur les maladies rares, mais c'est aussi pour sensibiliser les gens qui pourraient avoir dans leur famille des gens malades sans diagnostic, de se dire, et si c'était une maladie rare, et comment est-ce qu'on peut faire? Alors, vous avez des outils aussi pour les patients. Il y a les associations de patients, il y a la plateforme régionale maladies rares qui peut orienter le patient. Il faut voir qu'on a à peu près 27 centres de référence et 60 centres de compétences aux hospices, mais sur la grande région Rhône-Alpes, on a 40 centres de référence et 200 centres de compétences. Donc il y a aussi un maillage territorial. Il ne faut pas hésiter à aller sur la plateforme d'expertise maladies rares Auvergne-Rhône-Alpes pour trouver les informations. Très bien, écoutez, merci beaucoup Justine Baqueta d'être venue sur notre plateau. On passe tout de suite aux chiffres du jour de Pascal. Et ce soir, Pascal, ce nombre, c'est 2500.
Oui, 2500, je vous en parle ce soir parce que c'est le nombre d'enfants atteints chaque année par un cancer en France. Et si je vous évoque ce chiffre, c'est parce qu'il va y avoir la 4e édition d'une opération qui s'appelle Une nuit pour 2500 voix. C'est une initiative lyonnaise qui a été reprise au niveau national et l'idée c'est de faire des concerts comme ça pour la bonne cause, pour récupérer des fonds pour la recherche oncopédiatrique. Le concert lyonnais aura lieu le 27 février, ce sera à 19h, ce sera au Ninkasi de Gerland. Et il y aura donc des enfants de 6 à 17 ans donc, qui vont porter leur voix pour la bonne cause. Si vous voulez plus d'infos et peut-être participer à ce concert, vous pouvez aller sur www.2500voix.org. Très bien, et on passe tout de suite à la date à retenir. Et c'est celle de la rentrée scolaire, puisque les vacances, c'est bientôt fini. Bah oui, c'est la rentrée scolaire. Mais bon, alors, il n'y a pas forcément un lien direct avec la santé. Si, parce qu'il faut savoir qu'avec la rentrée scolaire, les enfants, et notamment ceux qui sont scolarisés, vont être, entre guillemets, un petit peu libérés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'avoir le masque en permanence dans les cours de récréation. Dans un premier temps, il va falloir le conserver au moins en classe et puis également à la cantine. Mais en revanche, plus de masques dans les cours de récréation, plus de masques non plus dans les salles de gym, dans tous les lieux clos, les lieux fermés, pour faire du sport notamment, sauf pour les sports de contact, il n'y aura plus besoin donc de porter le masque. Et puis dernière chose aussi pour les parents, ce sera une forme de libération puisqu'il n'y aura plus besoin d'avoir ce protocole très lourd des 3 tests à réaliser à la maison si on est en contact avec un autre enfant. Il y aura juste besoin d'un test à J+2 et puis plus de certificats sur l'honneur également. Bref, petit à petit, on retrouve une vie normale. Très bien, merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations et merci Justine Baqueta d'être venue sur notre plateau. Très belle soirée à vous.